Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire, aujourd'hui, on croise deux actualités. La journée internationale de l'éducation de l'UNESCO, c'est aujourd'hui. Elle défend notamment l'avènement d'une éducation universelle, une éducation pour tous. Eh bien, on n'y est pas. Les enfants et les adolescents en situation de handicap continuent d'être discriminés. Alors que faire? Eh bien, on va poser la question à Christophe Fluder et à Charles Gardou. Ils sont les invités du Grand Oral. Une anti-sèche, nouvelle formule en cette année 2025. On réveille sa culture générale cette semaine en partenariat avec les arènes BD. L'histoire de la conquête spatiale. Question du jour. Combien de satellites utilisez-vous chaque jour quand vous vous servez de votre téléphone portable? Réponse et explication dans moins de 10 minutes avec Arnaud Delalande. Et puis rendez-vous en fin d'émission, comme tous les vendredis, avec Célie Luton. On pousse les portes de sa librairie sur ses rayons. Des conseils de lecture pour les enfants et les ados. Ambiance BD. Il y a le festival d'Angoulême qui approche. La quotidienne de School TV, c'est maintenant. C'est parti. Grand Oral. Christophe Fluder, Charles Gardou, bonjour. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Christophe, les téléspectateurs de la série Vestiaire sur France 2 ou de Groland sur Canal ou encore les cinéphiles. Fais pas ci, fais pas ça, Chocolat, vous connaissez bien, vous êtes humoriste et comédien. Charles, vous êtes anthropologue et vous avez publié une quinzaine d'ouvrages. Je n'en cite que 3, La Société inclusive, Parlons-en, Pascal, Frida Kahlo et les autres. Et puis le dernier qui s'intitule La fragilité de source. Il est paru aux éditions RS. En cette journée internationale de l'éducation, on a choisi de revenir avec vous deux sur la question du handicap parce que cette année, c'est les 20 ans de la grande loi de 2005 sur l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. On célébrera ça très exactement le 11 février. Christophe, première question. Quand on vous voit, on pense que votre handicap, c'est votre taille. Mais en fait, ce que vous expliquez, c'est qu'au quotidien, ce qui vous pèse le plus, c'est pas forcément ce qu'on voit le plus. Qu'en fait, il y a 150 formes de votre maladie. Oui, c'est ça. Et qu'il y a un tas de symptômes et un tas de manifestations, notamment en termes de fatigue, etc., qui sont, alors peut-être pas plus compliqué que la question de la taille, mais enfin, qui, pour dire les choses vulgairement, qui vous bouffe la vie au moins autant. Disons que c'est compliqué dans le sens où il faut le faire comprendre parce que comme ça fait partie des déficiences, on va dire non visibles. Le handicap visible, c'est ma taille, effectivement, mais comme vous le disiez très bien, il y a tout un tas de pathologies différentes et avec des déficiences associées qui sont plus ou moins invalidantes, et notamment une plus grande fatigabilité. Et c'est pas parce que vous faites plus de pas que les autres, hein, c'est parce que... Non, alors c'est le cas. Enfin, c'est le cas aussi. J'en fais beaucoup et beaucoup plus rapidement. Ouais, alors, c'est pas vu aujourd'hui, mais... Vous n'avez pas de cartilage. J'ai pas de cartilage, Voilà, donc ça veut dire que tout ce qui, pour les valides, permet de cheminer ou de faire certains efforts. C'est l'huile dans les rouages. C'est l'huile dans les rouages, voilà. Donc il y a toute une somme de choses auxquelles on ne pense pas forcément. Votre scolarité, comment vous l'avez vécue? Bien, moyen, élève peut mieux faire, mais ça va. Je m'en suis pas trop mal sorti. Non, l'école me s'est très bien passé. D'ailleurs, j'en parle dans mon spectacle, parce que l'école, ça fait partie, il y a une grande partie de notre vie qu'on passe à l'école, sur les bancs de l'école. Non, j'étais très bien intégré. J'ai pas eu de soucis particuliers. Après, on a l'adolescence où là, c'est un passage compliqué, mais c'est un passage compliqué pour tout un chacun. Il n'y a pas de, je veux dire, sa différence qui peut être mal vécue à l'adolescence. Ça peut être un bouton sur le nez, ça peut être la petite taille. Chacun vit sa différence à l'aune de ce qu'il a. Il y a quand même un moment, elle n'est pas au cœur de vos sketchs, hein, l'école. Il y en a quelques-uns, mais enfin bref. Il y a quand même un moment que j'ai repéré sur YouTube où là, vous êtes un tout petit peu énervé, on se serait énervé à moins. C'est quand un candidat à la présidence de la République, Éric Zemmour, a voulu remettre en question le droit à la scolarisation des personnes en situation de handicap. Et là, oui, ça vous a un peu irrité. C'est-à-dire qu'en fait, je crois que après, avec le recul, on a pris une partie de ce qu'il voulait dire, et peut-être qu'on a été un peu trop virulent, et moi-même d'ailleurs, hein, je m'y associe. Mais oui, la scolarité des enfants handicapés, c'est un vrai sujet. Moi, j'ai été confronté malgré tout, hein, même si j'ai eu aucun problème d'inclusion, mais en tout cas que moi j'ai ressenti. Et je sais que mes parents l'ont vécu et me l'ont raconté a posteriori, comme quand je suis arrivé en école maternelle, puisque je partais d'un petit village pour arriver dans une petite ville de 12 000 habitants. Au début, ça a été très compliqué parce que les maîtresses, comme on disait à l'époque, les institutrices se demandaient comment, si on allait devoir adapter, si j'étais plus fragile qu'un autre, s'il allait falloir avoir plus de surveillance sur moi. Et donc c'était beaucoup d'inquiétudes autour de vous. Que vous, on vous a un peu épargné
épargné. Oui, Mais qui a quand même existé. C'est ça. Charles, Christophe vient de prononcer le mot d'inclusion. C'est un mot qui est très à la mode aujourd'hui. C'est un mot que vous avez utilisé dans le titre d'un de vos livres et dont vous vous méfiez un petit peu. Oui. Alors, en fait, je n'ai pas utilisé ce mot. Parce que c'est un mot... Vous dites société inclusive, c'est exact. C'est un mot, effectivement, qui me paraît piégé. Voilà. Quand on dit inclusion, si on se penche sur le sens profond, l'inclusion, c'est l'enfermement. On parle par exemple d'une inclusion dentaire. C'est une dent qui est enfermée dans la mâchoire osseuse. Et donc on a remplacé mécaniquement le mot intégration par le mot inclusion. On parlait des classes d'intégration scolaire, on parle maintenant des unités d'inclusion. Et je crois que c'est un mot piégé. Parce que c'est un mot qui, porte une distorsion d'ordre anthropologique. Pourquoi ? Parce que lorsque quelqu'un advient à la vie, nous tous, on est advenus à la vie, on est dans la société humaine. On n'est pas dehors. On est dans la société humaine par filiation, par appartenance à l'humanité, par titre généalogique. Et on est dedans. Donc la question... Il n'y a pas d'effort spécifique à faire, c'est ça que vous êtes en train de dire. La question, c'est pas de mettre des gens qu'on imagine dehors dedans, c'est de ne pas les déshériter ou de ne pas les exproprier. C'est ça la vraie question. Vous avez le sentiment, vous, Christophe, à l'école ou ailleurs, que justement il y avait... D'avoir été déshérité ? Non. Non, mais qu'on faisait un effort pour vous, justement, pour vous intégrer, alors que ce que vous auriez demandé, finalement, c'était d'être là pour qui vous êtes, pour l'être humain que vous êtes. Je rebondis sur les propos de Charles, oui, qui sont très, très intéressants. Oui, en fait, moi, j'ai pas, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, j'ai pas eu le sentiment de subir, une ostracisation, en tous les cas d'être mis à la marge. Peut-être que j'ai été épargné aussi de quelques éléments d'information que j'ai pas eu à l'époque, et puis surtout aussi parce que pour mes parents c'était pas un problème, la petite taille ça n'a jamais été un gros souci. Encore une fois, c'est plus les pathologies associées, la plus grande fatigabilité, fragilité osseuse, voilà, c'était ça c'est ça qui les inquiétait, voilà, c'est ça qui... véritable souci. Mais sinon, non. 20 ans de la loi de 2005, Charles Gardou, si on devait faire un bref bilan en matière d'éducation, notamment de scolarisation, ça est une date importante quand même. Alors, la loi est importante, elle est arrivée 30 ans après la loi Veil, elle marque un moment de notre histoire culturelle et sociale. Cela dit, je crois qu'il s'agit moins de penser une nouvelle loi à l'occasion de cet anniversaire des 20 ans que de faire le point sur ce qui s'est passé. Et donc ? Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? La loi, elle repose sur deux piliers forts. L'accessibilité. L'accessibilité, elle est multidimensionnelle, universelle. C'est pas l'accessibilité architecturale, simplement. L'accessibilité au savoir, à la culture, à l'art, bref, à la vraie vie des humains. C'est ceux qui nous donnent le sentiment d'être dans la société humaine et de ne pas être privés de ce patrimoine. Ça, c'est le premier pilier. Et le deuxième pilier, c'est l'idée de compensation. C'est-à-dire que la communauté humaine, dont nous faisons partie, est responsable de chacun et de tous. Et le handicap n'est pas l'affaire simplement qui touche une personne, il résonne sur l'ensemble d'une collectivité humaine. Donc ça, ces principes sont affirmés, ce sont des fondamentaux pour construire une société. Et vous avez l'impression que ça fonctionne mieux aujourd'hui qu'il y a 20 ans ? Non, ce que je veux dire, c'est que je ne remets pas en cause ces principes, ce que je questionne, c'est l'effectivité. Il y avait un délai de contrainte pour mettre la société en accessibilité, logement, transport, art, culture, etc. 20 ans après, où en est-on ? On a fait des dérogations sans cesse, on a détricoté la loi. Bref, on n'a pas pris cette affaire à bras-le-corps. Et à l'échelle d'une vie, c'est très incident. Un bébé qui est né en 2005 et dont les parents disaient, lui, il vivra dans une société accessible. 20 ans après, qu'en est-il ? Donc je crois qu'il faut moins faire un travail de renouvellement, une nouvelle loi, que quelque chose qui serait de l'ordre de vraiment une mise en place concrète, effective, ce qui n'est pas le cas. Ce qui m'a intéressé en préparant l'émission, c'est qu'en lisant des choses que vous avez dites ou en écoutant des interviews, vous dites la même chose l'un et l'autre en parlant des vertus de la scolarisation des enfants en situation de handicap, en disant évidemment, c'est pour les enfants, les adolescents en situation de handicap, mais c'est aussi énormément pour tous les autres. Parce que si on n'apprend pas à la société à vivre avec des personnes en situation de handicap, on ne va jamais y arriver. Oui. Mais c'est ça, c'est le vivre ensemble, c'est la base. Mais pour rebondir sur les propos de Charles, en fait, l'accessibilité, ça, pour moi, c'est un mot, alors un peu fourre-tout, mais il y a aussi un sens premier, qui est notamment l'architecture. Quand tu parles d'architecture, en fait, c'est la base pour avoir une vie, l'accessibilité à une vie sociale, à une vie amoureuse, peu importe, une vie professionnelle. Il faut que le bâti, l'accessibilité, les transports.
transport, les logements, etc. On voit qu'en fait, la loi, effectivement, c'est la société du millefeuille. C'est-à-dire, on refait des lois sur des lois sur des lois. Déjà, appliquons-nous d'appliquer, de faire appliquer celles qui existent. Et faire un bilan. Je pense qu'il serait temps de faire un bilan pour voir ce qu'on peut améliorer et pour la mise en application plus effective. Mais pour revenir à ce que vous disiez, Emmanuel, moi je pense qu'on peut s'accorder sur quelques principes qui peuvent nous guider. Tout le monde est dans la maison. Il s'agit d'aménager la maison pour qu'elle soit habitable. Et un flanc incliné en façade n'y suffit pas. Deuxième principe, l'éducation, c'est un droit d'enfance. Il est inaliénable. Tout enfant a droit à l'éducation qui nous humanise. Et donc, tout le reste, c'est de la discrimination. Il faut l'affirmer. Et le mettre en œuvre. Et très clairement, et le mettre en avant. Moi, je pense que peut-être par une certaine forme d'élégance, de propos, etc., on n'affirme pas des choses suffisamment fortement aujourd'hui. Allez, on va continuer à les appliquer. J'espère à les appliquer, à les affirmer, en tout cas, pour commencer sur ce plateau. Dans quelques secondes, à l'orée des 20 ans de la loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Mais pour l'instant, c'est l'heure de l'anti-sèche. Révision de Culture G. Vous savez l'un et l'autre combien de satellites sont utilisés quand vous utilisez votre smartphone tous les jours? Non, je dirais aucune 180. idée. 180. Allez, Arnaud Delalande, l'anti-sèche. Cette semaine, dans l'Anti-Sèche, on révise notre culture générale autour de l'histoire de la conquête spatiale en partenariat avec les arènes BD. La question du jour, combien de satellites utilisez-vous chaque jour quand vous vous servez de votre téléphone portable? Arnaud Delalande, bonjour. Bonjour. Ravi de vous retrouver pour la dernière fois de cette semaine. Peut-être que vous reviendrez, parce que vous êtes un auteur quand même hyper prolifique. 13 romans, je crois que c'était chez Grasset et chez Robert Laffont, plein de bandes dessinées. Et celle-ci, L'Odyssée de l'espace, une histoire de la conquête spatiale. Superbe ouvrage illustré par Éric Lambert et réalisé avec l'aide de l'Agence spatiale européenne, de la Société astronomique française, mais également de Nathalie Tingeot, qui est chef du projet Histoire et conseillère affaires extérieures à l'ESA et qui a scrupuleusement relu tout l'ouvrage. Alors, combien de satellites j'utilise chaque jour quand je me sers de mon portable? Une quarantaine à peu près. Voilà. À peu près une quarantaine. Donc on ne soupçonne pas quand on est sur son WhatsApp, mais en fait, oui, ça mobilise une quarantaine. Voilà. Et donc, ça veut dire qu'il y a un danger, évidemment. C'est la prolifération. Ça fait partie des problématiques d'aujourd'hui et de demain, c'est-à-dire la prolifération dans l'espace. Il ne faut pas que l'espace devienne une poubelle. Il y a les CubeSats, des petits satellites numériques. Il y a des tonnes de débris. C'est hyper encombré. C'est encombré. Et donc, ça peut, vous vous souvenez du film Gravity, ça peut poser des problèmes tout de même. Donc, il y a aussi beaucoup de projets à l'étude pour essayer de diminuer cette pollution. Comment faire revenir les satellites dans une orbite où ils brûlent, rentrer de l'atmosphère pour pas que les débris restent. Ou alors les mettre sur une orbite qui s'appelle une orbite cimetière, c'est-à-dire une orbite particulière pour qu'ils puissent être identifiés et que essayer de réduire au maximum, évidemment, cette question des débris qui va croissant. Au-delà de la question des débris, la question du coût écologique, de l'empreinte écologique de la conquête spatiale, c'est une nouvelle invitée du débat sur la conquête spatiale. Avant, on n'en parlait pas du tout, mais non, c'est vrai. C'est un vrai enjeu quand même. Oui, c'est-à-dire que vous savez, le capitaine Kirk est allé dans l'espace de Star Trek. Il est allé, et puis alors il est revenu terrifié de cette immensité noire et glacée. Et donc on se rend bien compte, en effet, que l'atmosphère, cette petite pellicule bleue, ça nous a renvoyé à notre finitude, quand même, et aussi à l'idée. Le Pale Blue Dot aussi, il y a eu des conférences là-dessus. C'est ça. Et alors c'est bon que évidemment il faut protéger cet écosystème qui est le nôtre et qui pour le moment est unique. Il va quand même falloir se faufiler là, dans cette décharge céleste. Les prochains horizons, c'est quoi? Le premier, celui dont tout le monde rêve maintenant, c'est Mars. Alors, paradoxalement, Mars a eu la cote, si je veux dire, pendant longtemps, avec des grands rêves de terraformation, c'est-à-dire de pouvoir acclimater Mars à une atmosphère, de pouvoir y conduire des essais, etc. Mais on sait que le problème d'acheminement et de retour sont quand même colossaux encore, on n'y est pas du tout. Donc, il y a une étape intermédiaire qui revient davantage vers la question de la Lune. Il y a cette idée de construire une station spatiale internationale qui est la Lunar Gateway, en orbite lunaire en fait, et puis d'avoir une station lunaire qui permettrait d'exploiter des ressources sur place, de construire de nouvelles comme une correspondance, un hub en fait. Voilà, c'est la station Châtelet d'espace. Alors ça c'est plus accessible et donc les programmes Artemis et Lunar Gateway sont en route. Et du côté de l'ESA, Vénus, Mercure, il y a la sonde Vénus Express qui a été lancée en 2005. C'est-à-dire que l'exploration, on parlait de Voyager qui est à 24 milliards de kilomètres, mais bien sûr l'exploration continue avec une série de sondes qui permettent
permettent en effet de recueillir toujours plus de données. Et puis les extraordinaires images aussi qu'on voit arriver de James Webb. Comme vous savez, plus on voit loin, plus on remonte dans le temps aussi. Donc on a un grand rêve qui continue, qui est celui de cette exploration jamais finie de la Terra Incognita ou de l'espace inconnu. Voilà, et rêve qui date d'il y a fort longtemps, puisque alors vous commencez, je vais quand même montrer l'image parce que c'est super beau. Voilà, regardez, ça c'est une oui, on est en noir et blanc. Visualisation possible du Big Bang, puisqu'on n'était quand même pas tout à fait là pour le voir. Non. On a la formation des planètes, la formation de la Terre, et puis on a les dinosaures, les pierres, les premières croyances. Voilà, oui, et cette idée de l'au-delà, de ce qui se passe derrière, qui n'a jamais cessé d'habiter l'espèce humaine, et l'aventure continue. Et l'aventure continue. Et elle est racontée, évidemment, par vous, Arnaud Delalande, mais aussi par Vic 766, puisque vous faites raconter tout ça par une intelligence artificielle de classe 07B, précisez-vous. Non, mais exactement. Arnaud, spécialiste de l'IA. Merci mille fois de nous avoir accompagnés pendant toute cette semaine. Vous, pour en savoir plus, vous lisez et vous contemplez, parce qu'on plonge littéralement dedans, cette Odyssée de l'espace, signée Arnaud Delalande et Éric Lambert. Et je précise qu'elle est publiée aux Arènes BD. Et vous, Arnaud, qu'on peut aussi vous retrouver dans des romans. On va sur son moteur de recherche préféré, on tape son nom, Grasset, Robert Laffont, et puis plein de scénarios de bande dessinée. Et puis bravo aussi à l'Agence spatiale européenne et à la Société astronomique française, ainsi qu'à Nathalie Tingeot d'avoir permis cet ouvrage. C'est la fin de cette anti-sèche conquête spatiale. Grand oral, la suite. L'éducation à la différence, on sait que quand on pense à un sujet pour les personnes handicapées, on le pense absolument pour tout le monde. Et ça, c'est ce que vous dites aussi. C'est-à-dire que si on pense la vie pour les personnes, la ville aussi, mais la ville pour les personnes de handicap, en bénéficient généralement les enfants, les personnes âgées, les personnes qui s'occupent des enfants, les aidants. Enfin, et pour l'éducation, c'est pareil d'une certaine manière. Si on pense à celles et ceux qui ont le plus besoin d'accompagnement, au fond, ça aide tout le monde, non? C'est ça. C'est ça la société inclusive? Oui, la société inclusive, c'est versus exclusive. C'est ça. Là aussi, il faut bien s'entendre. C'est pas faire de l'inclusion. On peut faire de l'inclusion sans être inclusif. C'est-à-dire, on peut mettre une personne dedans et la personne est exilée à l'intérieur. Christophe le sait bien. Et donc, être inclusif, ça s'oppose frontalement à être exclusif. Et l'éducation ne peut pas être pensée, convenons-en, c'est simple, mais il faut le redire, comme une exclusivité de ceux qui ont eu la chance d'être préservés des difficultés de leur vie. Ça ne peut pas être une exclusivité. Et donc, l'école doit s'aménager en termes de temporalité, parce que, comme tu le disais, il y a des fatigues, en termes de didactique, en termes de pédagogie, en termes de langage. Et pas seulement en termes d'interrupteurs à la bonne hauteur et de rampes inclinées, même s'il faut que les interrupteurs soient à la bonne hauteur et qu'il y ait les rampes inclinées, sinon ça ne marche pas. Christophe, vous aussi, vous pensez ces questions en termes d'inclusion ou de société inclusive globale et pas seulement sur la question du handicap. Je pense à votre sketch avec Pascal Légitimus, qui est assez connu, on peut le retrouver facilement sur YouTube, où en gros, pour planter le décor, Légitimus arrive et il vous regarde, d'abord il ne vous trouve pas, enfin il se dit attends, j'avais pas prévu de faire un sketch avec une personne petite, puis vous le regardez, puis vous dites bah t'avais pas prévu de faire un sketch avec inconnu, voilà. Puis j'aurais préféré Didier Bourdon, mais il n'était pas disponible. Parce que lui, au moins, il travaille. Enfin, bref, voilà. Donc, on va pas mal. C'est important de penser les inégalités de manière globale et pas seulement sur le handicap. Vous pensez que finalement tout le monde y gagne? Moi, j'ai toujours pensé comme ça. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai appelé mon spectacle Oui, je suis noir. Et alors c'est ça. Alors, il n'y a aucun rapport avec Pascal Légitimus, parce qu'on se connaissait pas encore à l'époque. Mais pour moi, c'est un titre générique. C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde a une raison de se sentir différent. En fait, et c'est en ça où moi j'ai conçu mon spectacle en me disant bon bah moi je vais raconter ma vie, mais il faut que les gens se reconnaissent dans ce que je raconte. Et finalement c'est une différence qui fait en fait l'universel quoi. Mais il y a quand même des différences plus lourdes à porter que d'autres. Est-ce que vous n'avez pas l'impression l'un ou l'autre que quand on dit bah oui le handicap c'est ma particularité, c'est ma différence, finalement c'est ce qui me singularise. Tout ça est très vrai. Mais c'est quand même, à tous égards, plus lourd à porter que d'autres formes de différences, non? Oui, puis il y a des différences qui sont, alors je vais peut-être dire un gros mot, mais des différences qui vont dire qui sont un peu à la mode, qui sont, enfin, je veux pas nier. On va pas les citer. Non, voilà, mais qui sont des différences, qui sont des particularités, des formes qui amènent à une situation de handicap, mais qui sont plus acceptables dans la société parce que mon enfant est différent. Enfin, un peu les HPI. On avait compris. Mais qui sont des trucs, mon enfant est différent parce qu'on a envie qu'il soit différent, mais c'est une différence qui est un peu valorisante. Il n'est pas comme les autres, il n'est pas comme le vôtre qui est tellement commun. Et voilà. Donc, mais effectivement, il y a des différences qui sont plus faciles à
apporter que d'autres. Mais encore une fois, c'est du cas particulier. Mon cas, moi, si vous demandez à une autre personne de petite taille, elle n'aura pas la même manière de le vivre. Ça dépend de son contexte, comment il a grandi. Enfin, pas longtemps évidemment, mais avec qui il a été élevé, etc. Dans quel cadre? Charles Gardou, allez-y, moi, je veux bien un truc à dire. rebondir sur ce que vient de dire sur les effets de contexte. Ouais. Tu as tout à fait raison. Hein. La même difficulté n'est absolument pas vécue de la même manière. Pour penser un temps de ma vie en Océanie, j'ai vu ça, dans des cultures beaucoup plus communautaires, où les choses se vivent de manière plus naturellement. La même difficulté aura une résonance et une interprétation très différente. Et ce que tu viens de dire aussi, Christophe, je rebondis aussi sur ce point, c'est le terme de différence. On va partir aussi d'un principe qui peut nous rassembler. Tous les humains sont différents, jusqu'au moment où nous serons clonés. Donc la différence, telle qu'elle est employée aujourd'hui, moi je vois bien au niveau scolaire, pour revenir à l'école, on dit combien tu as d'enfants différents dans la classe. Si j'ai une classe de 30, j'ai 30 enfants différents. Mais la différence est ici, pour certains, vécue comme une soustraction. Et du coup, on tombe dans le séparatisme, et c'est très dangereux. Donc là aussi, on peut s'accorder, nous sommes tous des êtres singuliers, avec des formes diverses de vie, de mode d'accès au monde. Mais c'est comme lorsqu'on dit des personnes issues de la diversité. Nous sommes tous issus de la diversité. Donc nous sommes piégés par des expressions qui galopent ici et là. Alors qu'elles ont l'air sympas, ces expressions. Oui, elles ont l'air sympas, mais elles stigmatisent. Oui. Employées comme ça, elles stigmatisent. C'est de la fausse politesse, des pudeurs de marquise, comme Mélenchon. Mais c'est vrai que c'est... moi, je trouve ça terrible. Cette espèce de dictature des bons mots. Il y a des termes comme le terme de personne handicapée. Celui-là est justifié. Personne en situation de handicap. On me reprend aussi quand je suis en entreprise, etc. pour dire personne en situation de handicap. Mais parce vous aurez noté que je m'efforce de le faire d'ailleurs. Ouais, non, mais c'est légitime. C'est légitime et c'est justifié. Ouais. Personne de petite taille, c'est justifié aussi. Mais en fait, c'est parce qu'on a abandonné le terme de nain parce qu'il a pris une connotation péjorative, à la limite de l'insulte même. Combien de fois on a pu entendre des journalistes dire c'est un nain de la politique, etc. Et pas forcément en parlant de l'homme à talonnette. Mais rien à voir. Que vous interprétez en ce moment sur Groland. Oui, voilà, exactement. Mais encore une fois, c'est politesse, ces excès de langage, par contre, à force de ne pas mettre les mots. Voilà. Il y a des choses il y a des termes qui sont justifiés, il y en a d'autres qui deviennent abusifs et qui, du coup, sont complètement contre-productifs. Je voudrais qu'on dise un mot, avant de terminer cet entretien, quand même, de toutes celles et ceux qui sont autour. Vous avez parlé de vos parents, spontanément. Apparemment, ils ont eu un rôle... déjà, c'est pour ça que je suis là, c'est grâce à eux. D'amour et de protection. Oui, bien sûr. À l'école, il faut aussi, et pas seulement, des personnels formés. C'est-à-dire, il ne suffit pas de dire on va accueillir tous les élèves dans leurs différences, quelle que soit la différence, que ça renvoie ou pas au handicap d'ailleurs, et ne pas les former, parce qu'en fait, ça implique des compétences particulières. Est-ce qu'on ça fait 20 ans maintenant quand même, on ne peut pas dire, on n'a pas eu le temps d'y réfléchir, est-ce qu'on va... Il y a deux priorités, on vient de parler d'une, l'éducation dès la prime enfance, parce qu'on ne peut pas imaginer que des enfants tenus dans des milieux aseptisés deviendront des adultes perméables à la diversité humaine. Deuxième exigence, à l'occasion des 20 ans de la loi, il faut le dire et le redire, on a pensé que s'occuper de la question du handicap, c'est une question d'humanisme, d'implication personnelle, mais c'est aussi une question de savoir. Il y a des gestes professionnels. Et il faut former. Et souvent, chez nous, dans notre culture, on confond sensibilisation et formation. Alors, on entend quelqu'un parler de son handicap, ça tire un peu les larmes aux yeux, et on se dit, on a été formé. Non, la formation, c'est beaucoup plus fort. Ça suppose donner des outils, des étayages dans sa vie professionnelle. Et c'est vrai pour les architectes, comme c'est vrai pour les profs, comme c'est vrai pour les obstétriciens, c'est vrai en tout domaine. Et cela aussi, c'est un secteur qui a été très négligé. Alors moi je suis de ceux qui pensent que c'est l'occasion de poser une obligation formative dans tous les corps professionnels. On chassera les stéréotypes et les obscurantismes comme ça, me semble-t-il. C'est une belle manière de conclure. Je pourrais pas dire mieux. C'est vrai? Ouais. Vous? Non, je peux pas. On a réussi à vous faire taire? C'est un truc dingue. C'est tellement beau ce qu'il dit. Christophe, c'est ce qu'il a dit juste avant que vous entriez dans le studio. Mais oui. Faites garder un peu à Christophe, il parle beaucoup. Christophe, je sais que tu peux. Non, mais j'ai pas grand-chose à rajouter. C'était parfait ce que tu as dit. Toi aussi. Merci à tous les deux. Restez avec nous quand même. On va pousser les portes de la hybride Célie Luton. C'est important aussi de lire des bouquins et dès l'enfance ou dès l'adolescence. Mais je rappelle quand même à celles et ceux qui nous regardent que le 7 février à Charleville-Mézières, Christophe Fruder, vous pouvez le voir
sur scène. Il reste quelques places, mais dépêchez-vous. En revanche, le 26, l'emballe, soit vous resquiez, soit vous rachetez un billet à quelqu'un, enfin vous faites un truc parce que c'est complet, mais c'est le 26 janvier. Et puis on vous guette évidemment à la télévision. Charles, je redonne le titre de votre dernier ouvrage, La fragilité de source. On n'en a pas parlé, peut-être qu'on le fera un jour ou l'autre, mais c'est le premier livre que vous consacrez à votre, à votre cas personnel, à votre rapport intime au handicap, qui est le cas de votre fille, dont vous n'aviez jamais parlé jusqu'à présent. C'est un très beau livre, La fragilité de source, aux éditions RS. Sinon, on peut lire ou relire La société inclusive, parlons-en, et Pascal, Frida Kahlo et les autres. Vous restez avec nous et nous rejoint Célie Luton pour parler de livres pour enfants. Célie, bonjour. Bonjour messieurs. Ravi de... Quelle bonne éducation. Ravi de vous accueillir, chère madame, sur le plateau de La Quotidienne pour notre rendez-vous hebdomadaire. Le festival d'Angoulême approche, il commence le 29 janvier, donc on va mettre un petit peu de BD à l'honneur pour les petits et grands lecteurs. Mais avant tout, un album à raconter pour celles et ceux qui ne savent pas encore lire. Et c'est Paul Hénor de Cachel-Gorlé et Skyla, je ne sais pas comment on prononce, Hogan. C'est chez Gallimard Jeunesse. Gallimard Jeunesse. Donc c'est Paul Hénor. Donc Paul, c'est une petite fille audacieuse, indépendante, qui aimerait bien un peu de compagnie quand même. Et on va lui trouver un ami merveilleux. Elle va rencontrer Nord. Mais Nord, c'est un ours polaire qui il n'a pas ça, de c'est Paul. C'est Paul. C'est Paul. Pourquoi je ne peux pas dire C'est pas Paul, Paul, c'est Paul. Nord. Ah, il y a une blague. Bah oui, je sais que je n'ai pas bien lu, mais bon, quand même. Paul et Nord. Paul aimerait un ami. Nord, il aimerait bien manger. Tadam. Et il n'est pas aimable, Nord. Quand il a la Voilà. dalle, Il aimerait bien la manger. il fait penser à quelqu'un, je pense à moi, là, je veux dire, quand j'ai faim. Non, c'est pas vrai. Non, Si, je vous jure. non. Alors, dans ce cas-là, vous pourrez être Demandez à ma famille, 19h50, je commence à dire « Ah, il est bientôt 20h Je suis meilleur que les horloges, je vous jure. Nord ne fera pas ça. Bon. Nord Ça, c'est dès l'âge de 3 ans, alors. Bah oui, c'est Enfin, même avant, quoi, dès qu'un enfant se concentre et qu'on peut lui raconter une petite histoire, quoi. Il faut suivre effectivement le déroulé de l'image. Ouais, voilà. Oui, à partir de 3 ans. Mais c'est un 3-6 ans qu'on peut lire. Et j'encourage même les enfants à le lire eux-mêmes après. Et voilà, Alors, c'est ça. On a l'humour et le second degré à chaque fois. Vaste programme. Anatole Latuile, un max de surprises. Anne Didier, Olivier Muller, Clément Devaux, c'est chez Bayard Jeunesse. Ça vient de sortir. Ça vient de sortir, c'est quand même le tome numéro 18. Donc Anatole Latuile, il a quand même un petit air, un faux air de Tom-Tom avec ses cheveux ébouriffés. Ah, c'est lui? Oui. Ouais, alors, je confirme, il a un faux air de Tom-Tom. Ben oui, mais justement, je pense que c'est voulu. Ça, ce sont des millions d'exemplaires vendus pour tous les petits lecteurs qui dévorent dès 7 ans cette bande dessinée. Et à chaque tome, il y a un fil conducteur. Dans celui-ci, Jason, le meilleur ami de Anatole, va avoir un petit frère ou une petite sœur. Évidemment, grâce à ses amis, il deviendra le meilleur de tous les grands frères. Oh, ça, c'est sympathique. On termine avec Ruby, scénario d'Irène Marchesini, dessin de Carlotta Di Cataldo et traduction de Claudia Migliaccio. Il y a un talent de prononciation, là, je Ma trouve, si, vraiment. c'est chez les Lombardo. Oui, les éditions. si, Rébis. Alors, Rébis, pourquoi Rébis? Notre héros Martino naît atteint d'albinisme. Nous sommes au Moyen-Âge. C'est un one-shot féodal. Oui, ça se voit tout de suite. Donc, les premières années de sa vie ne sont pas simples puisqu'elles sont marquées quand même par le harcèlement, les moqueries et son père qui ne l'accepte pas, qui va d'ailleurs prendre la décision de l'envoyer loin chez son oncle malgré l'amour de sa mère qui finalement est impuissante. C'est super, cette histoire, j'adore. Mais c'est beau, attention, j'ai pas fini. Ah, j'espère. Il rencontre Viviana qui elle vit seule, recluse dans la forêt. Pourquoi? Elle a échappé au bûcher et grâce à la rencontre entre ces deux êtres, regardez, elle échappe au bûcher là. Voilà. Genre, je vous le montre quand même parce que c'est super beau. On l'a pas encore dit. Oui. C'est juste super beau. Oui. Voilà. Oui, je la trouve sublime et poétique cette histoire car grâce à cette amitié, Martino va réussir à grandir en étant lui-même. Accepté et justement on peut se poser plein de questions mais des fois on a des belles bandes dessinées qui nous apportent de belles réponses. Et ouais, super. Oui. Bon, j'étais pas concentré, mot latin qui signifie chose double, hein. Rébis. Et oui. C'est ce que vous avez dit au début. Voilà. Super. Rébis, c'est un mot en latin qui au Moyen-Âge était utilisé et qui veut dire hermaphrodite. Et c'est ça. Voilà. Mais je ne divulgage rien. Non, rien du tout. Mais il doit quand même surmonter une double différence. Oui. Albinisme et identité sexuelle. Un peu plus âgé, ça, non? Mais je trouve que c'est tellement bien amené Oui. que à partir de 13 ans, ça se fait
Oui, tu fasses sans le Pôle et Nord. mauvais, Direct. Facile. Ouais, facile. Mais oui, L'un à l'autre. un petit anneau. T'apprends à lire dans Pôle et Nord. Peut-être que même ils vont se Et retrouver Zou. avec Pôle et Nord. Et faire des trucs avec le d'hermaphrodite avec l'ours. Aphrodite avec l'ours. Christophe, ça dérape. On arrête. C'est l'ouverture. C'est la société inclusive. C'est ça, exactement. Vive la différence. Nous sommes tous différents. Ah bah merci, génial, super sélection. Moi j'aime bien, mais moi je la trouve très bien ma sélection. Ben, moi Elle est aussi, superbe, je votre valide. sélection. Anatole Latuile, un max de surprise chez Bayard Jeunesse, Paul Hénor chez Gallimard Jeunesse et Rébis aux éditions Le Lombard. Merci beaucoup, chère Célie. Merci beaucoup à toutes et tous. Christophe, on vous regarde dans Vestiaire. Dans Groland, vous jouez le rôle d'un ancien président de la République qui porte un bracelet électronique. Exactement. Où est-ce qu'on vous voit d'autre? L'emballe, mais il n'y a plus de place, c'est samedi. Et c'est surtout le 7 février, Charleville-Mézières. Et là, il reste des places. Charles, merci beaucoup. On peut lire ou relire vos ouvrages dont j'ai appris les références par cœur, ce qui va m'aider à les citer. Non, vous allez redonner le titre du dernier. La fragilité de source, ce qu'elle dit voilà. des affaires humaines. Et c'est aux éditions RS, ça, je m'en souviens, tout comme je me souviens de remercier toute l'équipe de l'émission. Laure de mon maquillage, Marine Plantec et Dylan Colère à la préparation, qui sont en régie aujourd'hui avec au son Thibaut Goury-Lafont, à la réalisation Alice Pitavi. Merci à toutes et tous. Vous restez sur School TV, vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.